va tout de suite passer la parole à notre amie Catherine, qui va nous parler donc, bien sûr, de l'article 51 du dispositif Oncolink et surtout, où en est-on du passage dans le droit commun, Catherine? Merci et rebonjour à tous. Alors on va continuer dans les innovations, mais cette fois on va parler des innovations de parcours et j'ai un scoop parce que c'est la question que vous me posez chaque année à la JPCO. Alors le passage dans le droit commun, eh bien je vous le dis tout de suite, le scoop c'est que je vais revenir l'an prochain. C'est le but, hein. Ah. Alors on va voir si ça se passe. Hop. Alors, cette année, j'ai souhaité commencer par la diapo de la carte de l'article 51. Ah oui, alors c'est sûr, là, on ne peut pas dire qu'elle passe toute seule. Voilà. Donc, c'est une grande fierté. Vous savez qu'on a démarré le 1er octobre 2021. Je rappelle quand même, parce que j'ai fait toutes les slides sans mettre le mot « oncoral ». Donc, je rappelle quand même que le premier patient a été inclus à Lyon. Et que c'est un patient d'ailleurs du service d'hématologie. Voilà la cartographie. Donc là, on a fait la démonstration depuis le 1er octobre 2021 que ce parcours, ce suivi des patients ambulatoires, ville-hôpital, était capable d'accompagner plus de 10 000 patients. Et ce n'est pas fini puisqu'on a une cible à un petit peu plus de 13 000 patients jusqu'au 31 mars 2025, date jusqu'à laquelle l'article 51 a été prolongé. C'est une grande fierté pour nous parce que vous voyez que notre région est vraiment bien représentée. Et même si je n'ai pas parlé d'Oncoral, vous savez que dans notre région, on est les Hospices civils de Lyon avec le centre anticancéreux de Clermont et le centre Léon Bérard. Et il faut dire que les Hospices civils de Lyon ont réussi le pari de partager Oncoral justement avec 7 autres établissements partenaires. Et cela nous permet, tous ensemble, de proposer ce parcours à plus de 1 patient sur 5 sur l'ensemble de la cartographie. Je tenais quand même à le dire, et ça ne pourrait pas se faire seulement avec notre équipe, mais avec tout Oncoral étendu, c'est-à-dire avec tous les établissements avec lesquels on a partagé Oncoral. Donc c'est vraiment une grande fierté. Et c'est important pour la DGOS, cette cartographie, parce que dans l'objectif de l'article 51, justement pour le passage dans le droit commun, il s'agit non seulement de démontrer le bénéfice pour le patient, mais également de démontrer que nos parcours de soins qui proviennent de centres de lutte ou de CHU peuvent tout à fait être partagés avec d'autres centres, parfois plus éloignés, et non seulement avec des centres périphériques, mais également avec des établissements privés. Et c'est le pari qui a été réussi dans notre région et dans toute cette cartographie. Donc voilà, je rappelle que cette expérimentation est pilotée par Unicancer et qu'elle réunit 41 sites, des centres de lutte, des CHU, des CH et donc des hôpitaux privés. Donc, où est-ce qu'on en est pour le passage dans le droit commun? Donc, pour le moment, on reste donc dans l'article 51. Donc, c'est 3 séquences de traitement. La première séquence, vous savez qu'elle part surtout de l'hôpital. Typiquement, c'est l'évaluation tripartite, la présentation du parcours au patient, la conciliation médicamenteuse et surtout la prise de contact par l'hôpital avec les professionnels de santé libéraux, le médecin traitant et surtout le pharmacien de ville. Ça va durer 1 mois. La séquence 2, elle est de 3 cycles renouvelables. Et là, on va rentrer sur quelque chose de beaucoup plus équilibré entre la ville et l'hôpital. Vraiment un partage d'informations. Et c'est vraiment là que le suivi ville-hôpital est en place. Et puis, la 3e séquence qui est discutée pour le passage dans le droit commun, c'est une séquence qui est dite distale. C'est-à-dire que le parcours va se faire surtout par la ville et l'hôpital reste en backup, bien sûr. Et en sachant que c'est quand même l'oncologue hospitalier qui va quand même continuer de prescrire le médicament. Alors, l'innovation organisationnelle, vous l'avez comprise, l'innovation financière, eh bien, elle est que nous sommes financés puisqu'il y a pour chaque séquence
un forfait à la séquence et un forfait à la séquence par professionnel de santé, c'est-à-dire qu'il y a un forfait à la séquence pour l'établissement de santé, pour le pharmacien, le médecin et l'infirmier, un forfait pour le pharmacien d'officine et un forfait pour le médecin traitant. Ces forfaits, ils ont été proposés par les acteurs quand nous nous sommes réunis entre 2018 et 2021. Eh bien, c'était un petit peu nos retours d'expérience. Et on les a revus, remodifiés en cours d'expérimentation avec plusieurs amendements qui ont donc été publiés au cahier des charges. Alors, il y a eu une évaluation. La première évaluation, elle s'est faite en septembre 2024. Cette évaluation, elle a été faite à partir de 2 types de données. D'abord, les données qui ont été remontées au national sur la plateforme XPTO. Toutes les données des centres ont été remontées et ces données-là, eh bien, ce sont surtout des données d'organisation de parcours, le nombre d'interactions avec le pharmacien de ville, avec le médecin traitant, la typologie des patients, la typologie des traitements, etc. et la durée des séquences. Et puis, il va y avoir donc une autre évaluation qui est en train de se faire à partir de la comparaison de la population Oncolink par rapport donc à ce qu'on va trouver dans la base de l'assurance maladie à partir du SNDS. Évidemment, on pourra discuter des biais possibles. Ça sera peut-être un des sujets de discussion par rapport au SNDS qui peut amener évidemment question puisqu'il y a effectivement un biais. On ne va pas arriver à trouver dans le SNDS une population complètement vierge de suivi, complètement naïve. Alors, pour ce qui est de l'évaluation intermédiaire qui a été faite en septembre, eh bien, on a des points très forts. D'abord, c'est la diversité des établissements. Ça a été mis en avant. On répond parfaitement aux critères. Oui, les parcours peuvent être déployés dans des établissements de taille d'organisation complètement différentes, éloignés des gros centres, etc. Et puis, les professionnels de santé ont mis en avant la pertinence. Il y a eu des enquêtes, des questionnaires, des entretiens, etc. Pertinence et bénéfices du dispositif pour les patients. Et ça a été remonté à la fois par les professionnels de santé et à la fois en termes de satisfaction par les patients. Et à nouveau, beaucoup d'interactions mises en lumière. L'autre point fort, c'est que ça a été financé. Ça, c'est un point important, notamment pour nous, pharmaciens, puisque c'est la première fois que nous rentrons dans des forfaits à la séquence et qu'on va jusqu'au bout de la pluridisciplinarité, y compris donc jusqu'au forfait. C'est un financement donc à la séquence comme on l'a vu. Surtout, le point majeur qu'ont retenu les évaluateurs externes choisis par l'assurance maladie, le point majeur, c'est que c'est la première fois qu'on a réussi en France à mettre en place un véritable lien ville-hôpital structuré. Et ça, c'est le point majeur de cette évaluation sur lequel donc, on va pouvoir s'appuyer pour écrire la suite de l'histoire. Il a été dit par les évaluateurs que ce lien ville-hôpital structuré servirait d'étape essentielle pour étendre jusqu'à d'autres pathologies ce modèle. Et là aussi, c'est une fierté, parce que vous savez qu'en cancérologie, on a l'habitude de créer des modèles qui vont permettre de servir à d'autres pathologies chroniques, etc. Et c'est typiquement ce qui se fait dans le lien ville-hôpital. Bien sûr que le lien ville-hôpital existe dans d'autres expérimentations, etc. Mais c'est la première fois qu'il est structuré de cette façon et qu'il est valorisé. Alors oui, ce lien ville-hôpital et ces différents points forts vont pouvoir nous servir pour aller plus loin et notamment pour aller vers les parcours coordonnés renforcés à une condition tout de même, c'est qu'on améliore. On améliore quoi? Alors d'abord qu'on améliore les dispositions, le dispositif de suivi national. On ne peut pas continuer, on ne va pas pouvoir déployer si on ne met pas en place un dispositif national de suivi qui soit amélioré par rapport à celui qui existe déjà. Ensuite, il va falloir développer des outils de coordination et des outils de télésurveillance. La télésurveillance a beaucoup avancé, mais ne permet pas encore de répondre à tous les enjeux. Il va également falloir découpler le circuit de financement des établissements de santé et des professionnels de ville. Pour nous qui sommes dans l'article 51, eh bien, ce sont les établissements hospitaliers qui assurent
qui déclenche la facturation pour les professionnels libéraux. Et c'est quand même assez lourd et ça fait partie donc de nos charges hospitalières. Il va falloir surtout améliorer l'embarquement des médecins traitants qui sont insuffisamment présents. Alors bien sûr, ici on a une communauté essentiellement de pharmaciens, donc on est heureux de dire que le lien ville-hôpital, il est structuré autour du lien entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine, mais ça pose question, il faut quand même qu'on trouve le moyen d'embarquer les médecins traitants. Notre objectif plus clinique, c'est d'arriver à embarquer dans le passage dans le droit commun tous les patients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire y compris tous les patients qui bénéficient d'un anticancéreux oral et d'une immunothérapie. Aujourd'hui, nous n'avons la possibilité d'inclure que 15% de patients bénéficiant d'un anticancéreux oral et d'une immunothérapie. Et bien sûr, je vous renvoie aux indications en 2018, quand la DGOS avait fait son appel à manifestation d'intérêt. Il n'y avait pas l'utilisation, l'essor des immunothérapies en association aux anticancéreux oraux comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient vraiment indispensable et 15%, c'est insuffisant. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se bat pour améliorer tout cela. Alors le temps passe et on a effectivement inclus le premier patient en octobre 2021 avec d'abord une phase pilote, quelques centres pendant 12 mois, 24 sites. Les 41 sites, eh bien, c'était pendant la phase cible, donc 2 ans supplémentaires. Et maintenant, eh bien, on est dans cette phase d'évaluation. Et je vais vous montrer, c'est quand même... voilà, vous l'avez en agrandi. Je voudrais pas... moi, je reste très optimiste et je l'ai toujours été pour autant. Le 31 mars, nous sortons de l'article 51, ça c'est une certitude, et les évaluateurs du comité technique des innovations en santé vont nous dire si, au vu de la double évaluation à partir des données qui sont remontées au niveau national et de l'évaluation du SNDS, on continue ou pas. Donc, première hypothèse, si le parcours n'est pas validé pour le passage dans le droit commun, nous allons rentrer dans une période dite de SAS qui va durer au maximum 18 mois. Et si le parcours, si Oncolink ne passe pas dans le droit commun, eh bien, nous arrêterons les inclusions. Nous poursuivrons le suivi, bien sûr, des patients qui sont déjà inclus, mais nous aurons 18 mois pour trouver un atterrissage. Et nous sommes nombreux à penser que la consultation tri-quadripartite pourrait être un atterrissage possible, vu les dispositifs existants aujourd'hui. Évidemment, nous espérons que les évaluateurs du CTIS nous diront de passer dans le droit commun. Et à ce moment-là, pendant cette période de SAS, notre mission, ça sera non seulement de poursuivre les inclusions dans les conditions actuelles, mais également de poursuivre le suivi pour proposer les modalités du passage dans le droit commun après un SAS au maximum de 18 mois. Et évidemment, on parle beaucoup de parcours coordonné renforcé. Alors le scoop, c'est peut-être ça, le parcours coordonné renforcé. On en parle depuis longtemps, mais il n'empêche que, si la diapo veut passer, le texte est sorti dimanche. Donc on l'attendait, mais le décret des parcours coordonnés renforcés, il est là, donc je ne vais pas vous le développer, il est quand même très synthétique. Qu'est-ce qu'il est dit ? Eh bien, c'est un arrêté ministériel qui nous donnera la liste des parcours coordonnés renforcés que l'on pourra développer et qui précisera ensuite, un arrêté ministériel précisera pour chaque parcours coordonné renforcé les modalités, y compris comment est-ce qu'on informera le patient sur la confidentialité, etc. Quelles interventions on va faire dans ce parcours coordonné renforcé. Alors nous, les établissements de santé, eh bien, après tout ça, nous aurons à proposer un protocole pour répondre à cet arrêté ministériel et expliquer comment nous souhaitons développer notre parcours coordonné renforcé. Ça tombe bien, on n'en est pas à notre premier protocole ou cahier des charges. Ce qui est intéressant, c'est que le projet devra être signé par chaque professionnel de santé impliqué. Alors, Oncolink, un pharmacien d'officine par patient,
un médecin traitant par patient qui devront signer le protocole. Et bien voilà, il va peut-être falloir qu'on trouve que le numérique en santé, justement, nous permette d'aller plus vite. Et notre projet, le projet qu'on déposera, devra être validé par l'ARS. Donc, j'ai une pensée émue pour nos ARS qui devront valider des protocoles avec des milliers de signatures de professionnels de santé, d'autant qu'on devra modifier notre protocole par avenant chaque fois qu'il y aura une modification. J'espère bien pas chaque fois qu'il y aura un nouveau pharmacien d'officine qui sera inclus, c'est-à-dire plusieurs patients par jour pour notre centre. Et puis, ce parcours, eh bien, il sera organisé par une structure de coordination. J'insiste sur la structure de coordination. Il va falloir vraiment mettre en avant et financer cette structure de coordination. Les parcours coordonnés renforcés, c'est de la coordination. Et c'est la coordination qui sera remboursée par l'assurance maladie, à hauteur ou pas du financement actuel de l'article 51. Alors, le texte ne parle pas de la télésurveillance. Et moi, justement, je voulais parler de la télésurveillance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment au carrefour du parcours et de la télésurveillance. En même temps qu'on avance sur l'article 51 et sur les parcours coordonnés renforcés, eh bien, vous savez qu'il y a en France aujourd'hui 3 solutions numériques de télésurveillance qui sont désormais remboursées par l'assurance maladie. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 forfaits de télésurveillance. Un forfait pour l'opérateur, ça c'est l'hôpital. Alors en cancérologie, on bénéficiera du forfait niveau 2, c'est-à-dire 28 € pour l'infirmière, pour le soignant qui va faire de la télésurveillance, 28 € par mois et par patient. C'est rien du tout, 28 € au vu de toutes les informations que manipulent les soignants quand on fait de la télésurveillance. On espère pouvoir augmenter ce forfait au même titre que cela a été fait dans l'insuffisance cardiaque et dans l'insuffisance rénale chronique, je crois à hauteur d'une 50aine d'euros. Première chose. Deuxième information, l'assurance maladie rembourse également un forfait à l'exploitant, c'est-à-dire à la start-up en santé. Et vous voyez que là, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes que dans nos belles études cliniques en termes de survie, où on nous demande de trouver d'autres surrogates, même de la qualité de vie qu'il est difficile à recueillir, etc. Mais on est loin de la survie. Pour la start-up, ça sera un forfait par mois, par patient. Pour l'impact organisationnel, si le bénéfice de la solution numérique a été démontré en termes d'impact organisationnel, 50 €. Et puis, ça va augmenter si la start-up a démontré le bénéfice de sa solution en termes d'impact clinique sur la qualité de vie, sur la morbidité et en fait, sur la mortalité, ça peut aller jusqu'à 90 €. Il faut quand même savoir que le forfait de la start-up va être régressif. Il va être réduit donc au fil du temps en fonction du nombre de patients. Plus les patients seront nombreux, suivis par une application numérique donnée, et moins le forfait sera important pour la start-up. Il n'empêche qu'il y a un écart considérable entre le forfait pour l'établissement et le forfait pour la start-up. Et une fois de plus, notre vraie question, c'est comment est-ce que nous, soignants, nous allons pouvoir accompagner cette télésurveillance. Et bien sûr, ce que nous espérons aujourd'hui, c'est de pouvoir cumuler le forfait de la coordination du parcours coordonné renforcé et le forfait de la télésurveillance. Or, comme je vous l'ai dit, il n'est pas mentionné de télésurveillance dans le PCR, ce qui finalement nous laisse peut-être espérer qu'on pourra cumuler les deux, mais je suis peut-être optimiste de façon démesurée. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur le temps des soignants ? Je vous ai déjà beaucoup parlé au JPCO d'Ethan Bash. Ethan Bash nous a appris à développer la télésurveillance, et c'est lui qui a montré il y a déjà plusieurs années qu'un patient atteint de cancer avec une application numérique pour déclarer en temps réel ses patient reported outcomes, ses symptômes, ses effets indésirables, avait une survie globale et une survie sans progression augmentée par rapport à un patient qui n'avait pas d'application numérique.
pas du tout, parce que ça améliore la survie de déclarer à partir d'émoticônes si aujourd'hui je suis dans un état heureux, déprimé, voilà, mais tout simplement parce que cela permet, l'application numérique permet de déclarer les patient reported outcomes, les symptômes et les effets indésirables en instantané, et donc ça permet d'anticiper leur prise en charge et d'éviter des événements de type de grade 3-4 qui auraient entraîné une hospitalisation, etc. Ethan Bash a déployé son étude sur 50 gros centres aux États-Unis. D'abord, ces gros centres ensemble n'ont pas montré l'amélioration sur la survie globale. Alors, peut-être parce que la télésurveillance n'augmente pas la survie globale, ou peut-être parce qu'il fallait une courbe d'apprentissage pour 50 centres. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais surtout, sur ces 50 centres, quand à la fin de l'expérimentation, il a été demandé aux infirmières si elles souhaitaient, si elles avaient trouvé l'outil utile, etc. Bien sûr, on coche toutes les cases. En revanche, est-ce que vous voulez poursuivre? Et est-ce que vous recommanderiez à un autre centre d'utiliser cette solution? Et bien, dans 40% des cas, les infirmières ont dit non, stop, parce que ça fait trop d'informations à gérer. D'où l'importance, et je finirai par ça, d'arriver encore à avancer et à démontrer que, eh bien, on a besoin à la fois des soignants et de la coordination, et à la fois de la télésurveillance. Donc, c'est encore une fois comment est-ce que nous pouvons proposer ensemble les meilleures solutions, mais le numérique ne remplacera pas les soignants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Alors, moi, en tant aussi que participante à Oncolink, je n'imagine même pas qu'on puisse faire un retour en arrière, parce que ça a été tellement... on voit bien ce que ça nous a apporté tous, et puis même les pharmaciens d'officine, les patients. Donc, voilà, je n'imagine pas qu'on puisse faire un retour en arrière. Y a-t-il des questions dans la salle? Pierrick. C'est une question, mais surtout un commentaire. Merci. C'est génial d'avoir ça dans la région, et d'autant plus que nous, on n'y participe pas à Grenoble. Donc, merci effectivement d'être ici, de le présenter. Comme Régine, tu viens de le mentionner, pour ceux qui sont dedans, dire vous n'imaginez pas que ça ne continue pas. Et Catherine, j'ai envie de dire, quel levier on pourrait acquérir pour ceux qui n'y sont pas encore et qui souhaitent ardemment pouvoir proposer ça à leurs patients en s'appuyant sur le job remarquable que tu as piloté pour le faire reconnaître. Alors, tu nous as mentionné les éléments, mais grosso modo, par exemple, à Grenoble et au CHU, comment on pourrait, par exemple, activer Alors, canal. très bonne question, Pierrick, parce que, évidemment, cette diapo avec ce SAS de 18 mois, c'est rien d'autre que de creuser encore les inégalités. C'est-à-dire que si on n'a pas embarqué en 2018, si on n'a pas répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de la DGOS, on reste sur la touche jusqu'à encore 2026-2027. Donc, je vois aujourd'hui les choses d'une autre manière, et je regarde tous les centres qui n'ont pas démarré. Je vous regarde continuer à faire de la consultation quadripartite, et il faut continuer. Mais par contre, on a tous devant nous la réponse à l'arrêté ministériel qui proposera le PCR sur les anticancéreux oraux. Alors, on aura d'autres modèles. Ça va commencer par l'obésité, je pense. Mais quand ça va arriver aux anticancéreux oraux, il va falloir être capable de répondre. Et pour être capable de répondre, il va falloir être préparé, avoir les outils de communication, avoir mis en place les liens entre le DPI, la télésurveillance, être capable de faire remonter de l'information. Je ne sais absolument pas quelle information pourrait être remontée. Être capable d'organiser son parcours en 3 séquences. Au départ, Oncoral n'était pas du tout en 3 séquences. C'est pour passer dans le tunnel de l'article 51 qu'on est tous devenus en 3 séquences avec Oncolink. Et je pense que tout ça, ça se prépare. Et on travaille aujourd'hui avec la team Oncoral sur le modèle de ce qu'on a partagé avec les 7 établissements dans la région, à proposer un programme d'accompagnement des établissements de santé pour qu'au moins, au moment où l'arrêté sortira, on puisse tous répondre et qu'au moment où l'arrêté sorte, les établissements qui ne sont pas embarqués dans l'article 51 n'en soient pas à fabriquer leurs outils et à se questionner. Voilà la proposition qu'on souhaite faire au niveau de la team Oncoral. Et s'il y a des candidats dans la salle, moi je serais ravie de commencer avec ceux qui parmi vous veulent nous rejoindre. Voilà. Merci Catherine, c'était encore une fois très, très intéressant.
Mais tu m'as fait très très peur, parce que quelque part, je vois pas comment ça peut se mettre en place, ces PCR, avec l'Omedit qui doit valider des choses en réactivité, en nombre. C'est un programme mort, avant même de commencer. Enfin, c'est fait exprès, non ? C'est pour ça que j'aime bien intervenir avec toi, Bertrand. Moi, je suis toujours optimiste et je continue de l'être. Et justement, j'anticipe. En fait, je suis optimiste et j'anticipe. Donc, quand il y a un problème, j'en parle. Donc, voilà, depuis dimanche, on a compris que pour les ARS, ça n'allait pas être tenable. Donc, des solutions vont être trouvées parce que c'est pas la signature de tous les pharmaciens d'officine et la validation de tous ces documents qui va nous arrêter. Maintenant, c'est trop tard, on va continuer. Merci beaucoup, Catherine.